Bonjour mes chers élèves, avec cette séquence vidéo, je vais commencer une série de séquences qui concernent la présentation des corrigés des sujets de l'examen national du bac 2016, filière internationale option français, section, deuxième bac sciences mathématiques A, matière sciences de la vie et de la terre. Je vais commencer par le sujet de la session normale. Alors, comme vous le savez, le sujet donc comporte deux parties, la partie 1 et la partie 2. La partie 1 s'intitule la restitution des connaissances et la partie 2 s'appelle le raisonnement scientifique et la communication écrite et graphique. Eh bien, pour ce sujet, la première partie comporte soi-disant trois exercices, grand 1, grand 2 et grand 3. Le sujet donc de cette partie-là, ça porte sur la génétique des populations. Donc, c'est un exercice qui peut intéresser aussi bien les élèves de la deuxième année du bac SVT et la deuxième année du bac sciences mathématiques A. Bien, donc j'ai dit dans ce sujet, cette partie comporte trois exercices. Voici le premier. Qu'est-ce qu'on vous demande dans l'exercice 41? Répondez sur votre feuille de production aux questions suivantes. Petit a, définissez la population, la dérive génétique. Petit b, citez deux caractéristiques de la population théorique idéale, c'est-à-dire la population qui est équilibrée selon la loi de Hardy-Weinberg. Eh bien, tout simplement, ce sont donc des questions qui sont en relation avec le contenu direct de votre cours. Eh bien, pour les définitions, donc vous savez très bien que la population, c'est un ensemble d'individus qui appartiennent à la même espèce, qui occupent un espace donné, qui vivent donc dans un même milieu. Ce milieu, il est délimité par des barrières géographiques et des barrières écologiques. Et du coup, les chances de reproduction sont très fortes au sein des individus de la même population et ils sont plus ou moins faibles par rapport aux individus des autres populations. Pour la dérive génétique, vous savez très bien que pour définir la dérive génétique, l'élément clé, c'est la variation aléatoire des fréquences des allèles et des fréquences des génotypes tout au long des générations. Donc, c'est un des facteurs de la variabilité génétique des populations. La dérive génétique, elle est indépendante des mutations, elle est indépendante de la migration, de la sélection naturelle. Donc, l'élément clé, c'est variation aléatoire. Et pour le petit b, on vous demande de citer deux caractéristiques de la population équilibrée selon la loi de Hardy-Weinberg. Donc, vous savez très bien que la loi de Hardy-Weinberg nous précise les conditions auxquelles doivent répondre une population pour qu'il soit équilibré, c'est-à-dire que pour que son contenu génétique, c'est-à-dire les allèles et leurs fréquences, ainsi que les fréquences des génotypes, soient constants tout au long des générations. Eh bien, nous avons plusieurs critères de cette population équilibrée. La question vous demande tout simplement d'en citer deux. Eh bien, on va passer donc à la présentation de la réponse à la question de l'exercice grand 1. Donc, vous avez petit a et petit b, et vous pouvez constater ici, donc on a essayé donc à partir de la rédaction, donc faire la rédaction d'une manière qui permet donc de relever les points principaux qui constituent nos réponses. Donc, vous avez ici, bien sûr, il faut respecter la numérotation des questions. Donc, la numérotation des réponses doit, bien sûr, correspondre aux numérotations des questions. Vous avez donc grand 1, petit a, petit b. Donc, petit a, vous pouvez constater ici qu'on nous demande deux définitions. Eh bien, ici, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, tout simplement, on a
donc présenter un premier point ici pour la première définition et un deuxième point pour la deuxième définition. Ici, donc, j'ai présenté le terme à définir en gras. Vous pouvez utiliser une autre couleur. Donc, pour mettre en évidence le terme à définir, bien sûr, tout ce qu'il faut éviter, c'est d'utiliser le stylo rouge. Bien, donc la population, vous avez ici donc une proposition de ce que c'est que la population. Généralement, il n'y a pas une définition qu'il faut apprendre texto, mais tout simplement, au niveau des éléments de la correction de l'examen national, donc on accepte toute définition, donc à condition qu'il soit juste, donc histoire de ne pas croire que les définitions, ce sont des choses qu'il faut apprendre par cœur. Donc il n'y a pas une définition universelle, mais il y a des définitions qui doivent contenir donc les éléments importants qui définissent le terme en question. Et vous avez ici, par exemple, pour la population, c'est un ensemble d'individus de la même espèce qui occupent le même milieu et qui peuvent se reproduire entre eux. Le milieu est délimité par des barrières écologiques et géographiques. Donc, en génétique des populations, l'existence de ces barrières, ils font que les chances de reproduction ils sont très fortes au sein de la même population, c'est-à-dire entre les individus de la même population, et ils sont relativement faibles par rapport aux individus des autres populations, vu justement ces barrières écologiques et géographiques. Ces barrières, donc, ils peuvent être plus ou moins souples parce que quelquefois, donc, ces barrières ne sont pas aussi fortes que l'on peut l'imaginer. Sinon, il n'y aura pas, par exemple, de migration. Donc, barrière, c'est pas barrière à 100%, mais ce sont des barrières donc relatives. Voilà donc la population, c'est un ensemble d'individus de la même espèce qui occupent le même milieu et qui peuvent se reproduire entre eux. Le milieu est délimité par des barrières écologiques et géographiques. Deuxième définition, c'est la dérive génétique. Donc pour la dérive génétique, le mot-clé c'est la variation aléatoire des fréquences des allèles et des génotypes au fil des générations. Et la conséquence de la population, donc la conséquence de la dérive génétique, surtout pour les populations à faible effectif, c'est que donc la dérive génétique va mener la population vers un appauvrissement de la diversité génétique. Donc c'est ça, si vous voulez, les deux éléments qui doivent figurer au niveau de la définition de la dérive génétique, c'est l'aspect aléatoire et les conséquences sur la diversité génétique. Donc je vais tout simplement vous relire cette définition. La dérive génétique, c'est une modification aléatoire de la fréquence des allèles au fil des générations. Elle entraîne une diminution de la diversité génétique au sein d'une population. La question petit b, on nous demande donc de présenter deux parmi donc plusieurs critères qui peuvent donc identifier une population qui est équilibrée selon la loi de Hardy-Weinberg. Donc petit b, conditions d'une population. Donc vous avez ici, voilà la partie petit b, à partir de là. Donc conditions d'une population équilibrée selon la loi de Hardy-Weinberg. Donc, on vous demande de proposer deux. Donc, ici, dans ces éléments de réponse, on vous a présenté presque exactement toutes les conditions, tous les critères d'une population équilibrée. La question, tout simplement, vous demande d'en choisir deux, d'en proposer deux. Quels sont donc ces critères? Nous avons donc reproduction sexuée et organisme diploïde, donc l'espèce doit être diploïde et il doit se reproduire par la voie de la reproduction sexuée. Il faut qu'il n'y ait pas de génération chevauchante, donc il n'y a pas de génération chevauchante. Une population de grande taille, c'est ce qu'on appelle donc un effectif infini, donc grande taille, c'est-à-dire l'effectif des individus qui la constituent est très grand, on dit effectif infini. Absence de migration, absence de sélection naturelle, absence de mutation et d'anomalies chromosomiques. Donc vous avez ici
1, 2, 3, 4, 5, 6 critères, la question vous demande tout simplement d'en proposer 2, d'en citer 2. Voilà donc en ce qui concerne l'exercice grand 1 de cette partie donc qui s'appelle restitution des connaissances. Passons maintenant à l'exercice numéro 2, grand 2. Dans l'exercice grand 2, qu'est-ce qu'on vous demande? Donc, recopiez sur votre feuille de production la lettre correspondant à chaque proposition parmi les propositions suivantes. Puis, écrivez devant chaque lettre vrai ou faux. Donc, vous avez ici A, B, C, D. Vous avez 4 propositions. Vous allez lire le contenu de la proposition et vous allez juger est-ce que ce contenu, est-ce qu'il est vrai ou bien est-ce qu'il est faux. Donc, au niveau de la réponse, tout ce qu'on vous demande, c'est donc de mettre le numéro de l'exercice en chiffres romains et pour les petits A, B, C, D, à chaque fois, vous mettez vrai ou faux devant la lettre qui correspond à la proposition. Bien, alors on va un petit peu discuter ces propositions une par une et voir donc qu'est-ce qu'il en est donc de leur... est-ce qu'ils sont justes ou bien fausses. Alors, petit a, le pool génique d'une population est l'ensemble des génotypes et des caractères phénotypiques, des phénotypes des individus qui lui appartiennent. Donc ici, il y a un élément déjà qui nous permet de savoir, donc d'identifier cette proposition comme étant une proposition fausse. Pourquoi? Parce qu'ici, on indique le phénotype. Il faut savoir que le phénotype ne dépend pas uniquement du contenu génétique, c'est-à-dire il ne dépend pas uniquement du génome, l'ensemble des gènes et des allèles, mais le phénotype peut être influencé aussi par les conditions du milieu. Donc ici, c'est une définition fausse parce que le pôle génique, c'est tout simplement l'ensemble des gènes de l'ensemble des individus qui constituent une population donnée. Autrement dit, l'ensemble des génomes de tous les individus de la population. Donc, cet ensemble des génomes, c'est un ensemble des gènes et un pôle génique. Lorsqu'il s'agit donc, bien sûr, pour comparer deux populations de la même espèce, les pôles géniques ne sont pas différents au niveau des gènes, mais ils sont différents au niveau des allèles, de la nature des allèles et de leurs fréquences respectives. Donc, un pôle génique, c'est tout simplement un ensemble des gènes de tous les individus d'une population donnée. Donc, puisqu'ici on a évoqué phénotype, donc c'est une proposition fausse. Petit b. Dans une population à effectif réduit, la dérive génétique réduit la diversité génétique. Donc la dérive génétique, oui, c'est vrai. Donc la dérive génétique, elle réduit la diversité. Donc il y a le principal effet de la dérive génétique, c'est que la population a tendance à être homogène sur le plan génotypique et à être pauvre au niveau de la diversité génétique. Donc la deuxième proposition est juste. Dans une population à effectif réduit, parce que l'impact de la dérive génétique est fort, surtout pour les populations qui ont un effectif réduit. Les populations à effectif élevé, disons à effectif infini, ils ont tendance donc à être dans le cas des conditions de l'équilibre de Hardy-Weinberg. Donc, dans une population à effectif réduit, la dérive génétique réduit la diversité génétique, c'est vrai. Donc, première faux, la deuxième, elle est vraie. Troisième proposition, malgré leur trop faible probabilité, les mutations sont source de diversité génétique au fil des générations. Oui, c'est vrai parce que les mutations, c'est un facteur responsable de l'innovation génétique parce que donc on a des versions des gènes, des allèles, donc des allèles originaux vont se transformer en allèles mutants. Donc la diversité génétique, elle est liée en partie donc à la diversité des allèles. Eh bien, cette diversité des allèles, donc, elle est liée aux mutations. Donc, les mutations sont responsables
de l'innovation génétique et de la diversité génétique, bien que les mutations soient rares à l'échelle d'une génération ou d'un nombre réduit de générations, mais au fil du temps, leur effet sera de plus en plus important, surtout pour les allèles qui subissent donc une sélection naturelle positive. Ils seront donc de plus en plus abondants au fil des générations, c'est-à-dire que la sélection naturelle, on peut dire qu'elle amplifie l'effet des mutations en agissant sur les allèles qui subissent donc une sélection naturelle positive. Donc ici, la proposition C, c'est une proposition juste, c'est-à-dire malgré leur trop faible probabilité, les mutations sont source de diversité génétique au fil des générations. La dernière proposition de cet exercice, les mutations qui affectent les cellules somatiques sont des mutations héréditaires. Eh bien, c'est faux parce que vous devez savoir que dans un organisme donné, par exemple un organisme humain, nous avons donc deux types de cellules. Il y a les cellules somatiques, il y a les cellules germinales. Les cellules germinales, ce sont les cellules, pour l'espèce humaine par exemple, ce sont les cellules qui se situent au sein des gonades, et c'est à partir de ces cellules que vont être produits les gamètes, et ce sont les gamètes donc qui vont transmettre l'information génétique aux générations futures. Mais si une mutation touche les cellules somatiques, c'est-à-dire tous les autres constituants, tous les autres tissus et tous les autres organes à part les cellules germinales, tout ceci, ça constitue ce qu'on appelle donc les cellules somatiques. Donc une mutation qui touche les cellules somatiques ne va pas se propager à travers la reproduction sexuée. Donc ici, c'est une proposition fausse puisqu'on nous dit ici, les mutations qui affectent les cellules somatiques sont des mutations héréditaires. Donc c'est faux. Les mutations qui peuvent être héréditaires, ce sont les mutations qui touchent les cellules germinales. Qu'est-ce qu'on va mettre sur notre copie de production, sur notre copie d'examen? On va mettre le numéro de l'exercice, grand 2, vous avez ici donc grand 2, et on va mettre donc les lettres qui correspondent aux 4 propositions, et on va écrire les mentions suivantes. Et donc ici, vous allez écrire petit a faux, petit b vrai, petit c vrai, petit d faux. Voilà comment donc vous allez rédiger votre réponse à l'exercice numéro 2 de cette partie. Dernier exercice de cette partie, c'est le suivant. Pour chacune des données numérotées de 1 à 3, il y a une seule suggestion correcte. Recopiez sur votre feuille de production les couples ci-dessous, c'est-à-dire vous allez recopier ces couples, voilà. Recopiez sur votre feuille de production les couples ci-dessous et faites correspondre à chaque numéro la lettre qui correspond à la suggestion correcte. Donc vous avez des données et des suggestions. Voilà donc la suite des données de l'exercice 3, l'exercice grand 3. Donc nous avons ce tableau-là. Eh bien, qu'est-ce que vous pouvez donc constater au niveau de ce tableau? On va discuter donc donnée par donnée. Nous avons 3 données. C'est ce qui est représenté ici donc, en bleu. Première donnée. On va discuter la première donnée. La sélection naturelle entraîne la modification génétique d'une population sous l'effet de quoi? Donc ici, sélection naturelle, donc vous devez savoir que la sélection naturelle, c'est l'effet des facteurs de l'environnement, des facteurs écologiques de l'environnement, sur la variation des fréquences des génotypes et des allèles au fil des générations. Eh bien, regardons ce que l'on nous présente ici comme proposition. Vous avez petit a, donc la sélection naturelle entraîne la modification génétique d'une population sous l'effet de quoi?
Est-ce que c'est sous l'effet des facteurs environnementaux ou bien de la dérive génétique? La sélection naturelle, elle est indépendante de la dérive génétique, donc ça c'est faux. Des facteurs mutagènes, donc la sélection naturelle, ce n'est pas les mutations. Des croisements aléatoires, donc c'est faux. Donc la mutation, la sélection naturelle, c'est l'effet des facteurs de l'environnement sur euh, la variation de la structure génétique d'une population en fonction du temps. Voilà, donc pour la, la donnée numéro un, on va conserver la suggestion petit a. Donc c'est l'effet des facteurs de l'environnement. Bien, pour la donnée numéro 2, vous avez ici donc la mutation chromosomique est due à. Donc à quoi est due la mutation chromosomique? Eh bien, en ce qui concerne les facteurs de la variabilité génétique des populations, vous savez très bien donc que nous avons les mutations, la sélection naturelle, la dérive génétique et la migration. Parmi ces facteurs, donc, nous avons les mutations, et dans les mutations, on peut distinguer deux types de mutations. Les mutations qui touchent des gènes. Donc, généralement, il y a une modification au niveau de l'ADN, donc au niveau d'un gène. Donc, les mutations, on peut parler des mutations par substitution, par délétion, etc. Donc, vous savez, toutes les sortes de mutations. Autre chose, donc ça, ce sont les mutations ponctuelles qui concernent la transformation d'un allèle en un autre allèle. Un allèle originel, lorsqu'il subit une mutation, va se transformer en un allèle mutant. Autre type de mutation, ce sont les mutations chromosomiques. Ce sont les mutations qui touchent le nombre des chromosomes et la structure des chromosomes. Donc, qu'est-ce qu'on nous propose ici dans les suggestions B, C, D? On nous dit substitution d'un seul nucléotide au niveau du chromosome, substitution d'un seul nucléotide, addition d'un seul nucléotide, délétion d'un seul nucléotide. Donc, déjà, lorsqu'on parle de substitution, d'addition et de délétion, eh bien, on est en train de parler des mutations ponctuelles. C'est d'une part. D'autre part, le contenu des suggestions BCD est faux parce qu'on évoque ici chromosome. En réalité, on doit dire au niveau du gène. Déjà, même si on veut parler des mutations ponctuelles, on doit dire par exemple substitution d'un seul nucléotide au niveau d'un gène et non pas donc au niveau d'un chromosome. Donc lorsqu'on fait ici le rapport entre la substitution des nucléotides et des chromosomes, donc c'est un petit peu aberrant. Quelle est la proposition qui est juste par rapport à cette deuxième donnée? Eh bien, c'est la première suggestion parce qu'on nous dit ici des modifications de la structure ou du nombre de chromosomes parce qu'on nous parle de la mutation chromosomique et non pas de la mutation ponctuelle. Donc, on va conserver ici la suggestion A. Pour la première donnée, on a aussi conservé la suggestion A. On va voir ce qu'il en est pour la donnée numéro 3. La donnée numéro 3, on vous dit ici, dans le cas d'une codominance non liée au sexe, au sein d'une population donnée. Donc, au sein d'une population, lorsque vous êtes en train d'étudier un caractère à transmission autosomique avec codominance, eh bien, lorsqu'on fait des calculs en génétique des populations, bien sûr, donc je vous rappelle que toujours lorsqu'on parle de calcul de fréquence, il faut toujours se poser la question, est-ce qu'on est en train de calculer des fréquences pour les allèles, ou bien des fréquences pour les génotypes, ou bien des fréquences pour les phénotypes? Eh bien, quelle est la particularité du cas d'un caractère à transmission autosomique avec dominance? Eh bien, c'est qu'il y a une correspondance entre les fréquences des allèles, pardon, attention, il y a une correspondance entre les fréquences des génotypes et des phénotypes. Génotype, phénotype.
Eh bien, on va voir parmi ces propositions qui est donc celle qui est juste. La fréquence des allèles est égale à la fréquence des génotypes. Non, on ne peut pas dire que la fréquence des allèles est égale à la fréquence des génotypes. Passons à la proposition C. La fréquence des phénotypes est différente de la fréquence des génotypes. Justement, non, parce que pour la codominance, justement, c'est l'inverse qui est juste. La fréquence des phénotypes est égale à la fréquence des génotypes. Donc la proposition C est fausse. La dernière proposition qui est D, la fréquence des allèles est égale à la fréquence des phénotypes. Non, c'est aussi faux. Donc la proposition qu'on doit conserver, c'est la proposition B. Pardon, la proposition B, c'est-à-dire la fréquence des phénotypes est égale à la fréquence des génotypes. Voilà en ce qui concerne donc les réponses donc, aux questions de l'exercice 3 de cette partie. Eh bien, qu'est-ce que vous allez écrire sur votre copie de production? C'est ce que vous avez ici. Donc, on vous demande tout simplement d'écrire le numéro de l'exercice 3 et avec les couples, vous allez mettre la lettre qui correspond à chaque donnée. Donc, la lettre qui correspond à la suggestion convenable pour chacune des 3 données. Donc, on vous demande tout simplement ça. Donc, grand 3, 1A, 2A, 3B. Voilà. Donc, je rappelle que c'est un exercice qui peut intéresser aussi bien les élèves de la deuxième année du bac SVT ou bien deuxième année du bac sciences maths A, sciences mathématiques A. Voilà, donc avec ça, donc on a terminé cet exercice. Donc je vous donne rendez-vous pour les prochaines vidéos. Vous allez trouver dans la description un site qui va le lien d'un site donc qui va vous présenter un certain nombre de documents intéressants, donc des documents PowerPoint ou bien des documents PDF qui sont en rapport donc avec les corrigés des examens, des sujets de l'examen national du bac pour la filière sciences mathématiques A. D'ici là, donc, portez-vous bien et à la prochaine, Inch'Allah.